Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je m'appelle Dr Ouslim, maître assistant en ORL, EHU Rouen, et aujourd'hui je vais vous présenter les pathologies des glandes salivaires. L'objectif de ce cours est de diagnostiquer une pathologie des glandes salivaires, qu'elle soit infectieuse, lithiasique, immunologique ou tumorale. Savoir reconnaître et analyser une tuméfaction des glandes salivaires et connaître les modalités thérapeutiques. Comme définition, les glandes salivaires peuvent être le siège de différentes affections de nature infectieuse, tumorale, immunologique. On peut les diviser en deux grandes catégories, pathologies non tumorales, surtout inflammatoires, et les pathologies tumorales. À retenir ces terminologies et ces définitions très importants pour avoir une différence entre les différentes pathologies. Il y a les sialites, inflammation de la glande et du canal, sialadénite, inflammation de la glande elle-même, sialodokite, inflammation du canal, et sialose, c'est une affection chronique inflammatoire le plus souvent systémique, comme par rapport aux maladies de système. Alors, pour un petit rappel anatomique, les glandes salivaires sont des glandes exocrines, annexées à la cavité orale. On a deux types de glandes, des glandes principales et des glandes salivaires accessoires. Les glandes principales sont périsymétriques, ils sont au groupe de 3 de chaque côté. La glande parotide, la glande sous-mandibulaire et la glande sublinguale. La glande parotide pèse 25 grammes, c'est la plus volumineuse des glandes salivaires, elle est située au-dessous du conduit auditif externe et en arrière de la mandibule. Je vais vous le montrer plus tard dans un schéma. Son canal excréteur, c'est le canal de Sténon, dont l'orifice se situe en regard de la deuxième molaire supérieure. La glande sous-mandibulaire, elle occupe la partie latérale de la région sucioïdienne, ça veut dire au-dessus de l'osioïde, en dedans de la branche horizontale de la mandibule, dont le canal excréteur est le canal de Wharton, où son orifice se situe de part et d'autre du frein de la langue. Et la glande sublinguale se situe au plancher buccal, dont le canal excréteur est le canal de Rivinus. Alors, les glandes salivaires accessoires, c'est des glandes de petite taille, réparties dans toute la muqueuse de la cavité buccale, en particulier les lèvres, le palais et le voile. Comme vous voyez ici, le schéma montrant à droite la localisation de la glande parotide, elle se situe en dessous et un peu en avant du conduit auditif externe, en dessous de l'arcade zygomatique et en arrière de la branche montante de la mandibule. Ici, comme vous voyez, la glande sous-mandibulaire, elle se situe un peu en dedans de la branche horizontale de la mandibule, au-dessus de l'osioïde, et son canal excréteur se trouve ici au niveau du plancher buccal, de part et d'autre du frein de la langue. Et on voit aussi la glande sublinguale qui se situe ici, dans le canal excréteur, le canal de Rivinus, qui se trouve aussi de part et d'autre du frein de la langue. Ici, je vous montre une coupe horizontale de la loge parotidienne au niveau C2, très importante pour pouvoir comprendre les différents symptômes, les différents signes cliniques et les différents types de pathologies qu'on peut avoir au niveau des glandes salivaires. Alors, comme vous voyez ici, c'est la glande parotidienne. Comme vous voyez ici, elle est localisée dans cette loge avec des extensions en avant en regard du muscle massétérien et des extensions en dedans dans cette loge. Cette loge s'appelle la région prestidienne ou bien la loge préamygdalienne qui se situe ici, qui fait partie de la région prestidienne. Elle est séparée de cette région qui s'appelle la région rétrostylienne par un rideau de muscles qui vient d'un point de départ qui est l'apophyse styloïde, dont la nomination s'appelle rideau stylien. Elle sépare ces deux loges, la loge prestidienne de la loge rétrostylienne. Comme vous voyez ici, il y a un prolongement de la parotide au niveau de la région prestidienne. Et elle peut aller jusqu'à la région préamygdalienne. Je vais vous rappeler plus tard pourquoi ça a son importance. Le contenu de la loge parotidienne est dans la parotide
Premièrement, et très important, il y a un nerf à spécifier, ça s'appelle le nerf facial. Le nerf facial traverse la glande parotide. En dedans de ce nerf facial, on peut retrouver la veine communicante intraparotidienne. Cette veine vient regrouper, déverser sur elle, elle va se déverser vers la veine jugulaire externe et elle est branchée avec la veine maxillaire interne et la veine temporale superficielle qui va se regrouper dans la veine communicante puis aller vers la veine jugulaire externe. Plus en dedans, on va retrouver l'artère carotide externe. Cette artère qui va faire deux branches terminales un peu plus haut, donnant l'artère maxillaire interne et l'artère temporale superficielle. Voilà, rappelez-vous bien de cette anatomie et des extensions dont je viens de parler. Un petit rappel physiologique. C'est la première sécrétion digestive. Sans cette sécrétion, la digestion est très difficile. Il y a une sécrétion de 750 à 1500 cc par jour. Le rôle de ces sécrétions, il y a les enzymes salivaires, lipase, amylase, ont peu d'activité dans la dégradation des aliments, mais ils ont leur rôle dans cette dégradation. La lubrification et humidification, les aliments, quand on va les ingérer, on va les mettre dans notre bouche, ne sont pas forcément bien humidifiés. Le rôle de l'humidification, c'est de pouvoir bien mastiquer pour pouvoir former un bol alimentaire. Ce bol alimentaire va pouvoir être projeté et dégluté. La protection bucco-dentaire, grâce aux antigènes IgA contenus dans la salive et grâce aussi à l'humidification. Plus c'est sec, plus il y a un risque d'agression et plus il y a un risque d'infection. Et bien sûr, la facilité à la parole. Je pense que vous avez tous eu la bouche sèche une fois, que ce soit à jeun ou bien après un sport ou bien avec des chaleurs intenses. Quand vous avez cette bouche sèche, après ces facteurs-là, vous avez une langue qui est pâteuse, qui est difficile à la faire bouger et vous avez des difficultés à pouvoir prononcer certains mots, certaines lettres, d'où l'utilité d'avoir de la salive pour pouvoir faciliter la parole. Démarche diagnostique. On va commencer bien sûr par un interrogatoire. L'état civil du patient, l'histoire de la maladie, bien sûr, comme pour toute pathologie, les antécédents, les pathologies salivaires, la radiothérapie qui peut être un facteur déclenchant pour une éventuelle tumeur, un traumatisme au niveau de la région parotidienne ou bien sous-mandibulaire, ou bien une intervention chirurgicale au niveau de la région. Les pathologies générales associées, les habitudes alimentaires et toxiques, et bien des notions de prise médicamenteuses. L'examen clinique, très important, on commence par l'inspection de la région parotidienne ou bien la région sous-mandibulaire et bien sûr la planche buccale et la face interne de la joue. La région mandibulaire et sous-mandibulaire et parotidienne, on va voir la peau en regard, s'il y a une peau inflammatoire, si elle est tuméfiée, si elle est fistulisée, la peau, l'aspect de la peau, bien sûr, et aussi la forme. Est-ce qu'il y a une tuméfaction? Quelle forme elle a? Est-ce qu'elle est arrondie? Est-ce qu'elle est irrégulière? Tout ça doit être décrit. Ensuite, on va voir les canaux excréteurs. Les canaux excréteurs, est-ce qu'ils sont inflammatoires? Est-ce qu'ils sont tuméfiés? La salive qui provient à partir de ces canaux, est-ce que c'est des salives claires? Est-ce que c'est des salives qui sont imbibées de sang ou bien des sécrétions brûlantes? Et bien sûr, il faut rechercher une asymétrie de la face. L'asymétrie de la face, soit une tuméfaction qui peut faire une asymétrie de la face. Par exemple, une formation au niveau de la région parotidienne peut donner un aspect tuméfié d'un côté et donner une asymétrie de la face, ou bien une asymétrie d'origine neurologique. L'exemple d'une atteinte parotidienne tumorale maligne peut donner une atteinte du nerf facial et donner une paralysie faciale, donnant une asymétrie de la face. La palpation. La palpation doit être bilatérale, comparative, avec une palpation endobuccale.
associées. Elle apprécie le volume de la tumeur, la consistance, ses limites, est-ce que c'est des limites nettes ou bien qui ne sont pas nettes, la fixité par rapport à la contraction du muscle masséter, très important, pourquoi je vous ai dit ça? Vous voyez, il y a une extension avec un liseré qui sépare le muscle masséter par rapport à la région parotidienne. Lorsqu'on demande au patient de contracter son muscle masséter, il y aura une mobilité de la glande en regard. C'est pour ça qu'il faut demander ça. Si il y a une fixité du muscle masséter, donc soit il y a un envahissement du muscle, soit il est indissociable du muscle. Une tumeur qui peut être unique ou multiple. Une tumeur peut être polylobée, elle peut être juste dans une localisation, elle peut être dans une autre localisation. La palpation de tous les canaux, possible de pouvoir avoir des calculs au niveau des canaux sécréteurs, donc d'où l'intérêt de la palpation. La palpation des glandes opposées et des autres glandes salivaires, la présence d'une asymétrie du voile et des amygdales qui peuvent être refoulées. Comme je vous ai dit auparavant, la tumeur peut se développer au niveau de la région préstylienne et l'extension au niveau préamygdalien. Quand ça se développe de plus en plus, l'amygdale va être forcément refoulée et il y a un bombement du voile et du pilier antérieur qui va apparaître au niveau endobuccal et qui peut être la seule manifestation chez ce patient-là. L'examen du cou, surtout les aires ganglionnaires, est-ce qu'il a des adénopathies? Est-ce qu'il y a une métastase ganglionnaire? Par exemple, une tumeur maligne peut donner automatiquement des métastases ganglionnaires. L'examen des fosses nasales, très important pour avoir une association. S'il y a une atteinte du palais, les glandes salivaires accessoires, il y aura possibilité d'avoir une extension, ou bien du voile mou peut donner une extension au niveau choanal. Et l'examen somatique général, bien sûr. L'examen complémentaire. Alors, l'examen biologique, on commence par ça, par une numération sanguine, une VS-CRP sérologie pour voir un bilan infectieux standard, s'il y a une atteinte, s'il y a une hyperleucocytose, une VS ou CRP qui sont élevées. Le prélèvement bactériologique du pus à partir par exemple, soit un prélèvement par ponction ou bien un prélèvement au niveau de l'orifice de sténon qui ramène du pus avec antibiogramme. L'IDRT, l'IDR à la tuberculine, s'il y a une suspicion de tuberculose, l'IDR à la tuberculine peut nous orienter. Et un bilan auto-immun, par exemple, les anticorps anti-ANCA pour les sarcoïdoses, pour la maladie de Wegener, pour la sarcoïdose aussi, on peut avoir des biopsies. Et maladie de le syndrome sec, on a besoin d'une biopsie des glandes salivaires aussi. Tout ça fait partie du bilan auto-immun. Pour le bilan radiologique, la radiographie panoramique dentaire ou bien occlusale permet de rechercher des lithiases. Pourquoi? Parce que les lithiases, certains lithiases sont calciques, contiennent du calcium. Ce calcium-là est radio-opaque. Donc, lorsqu'on fait une radio panoramique dentaire ou bien occlusale, l'occlusale, c'est une vision oblique de la région sous-mandibulaire qui permet de voir la lithiase. Donc, on peut identifier ça. L'échographie, maintenant, on peut dire qu'elle a remplacé la panoramique dentaire et l'occlusale pour pouvoir rechercher et détecter les lithiases et voir le retentissement sur la glande. La TDM, qui peut être utile, mais c'est surtout, on l'utilise pour un bilan d'extension. Les bilans d'extension est très utile par rapport à une tumeur. Mais le plus important et le plus utilisé, en particulier pour les tumeurs, qu'elles soient bénignes ou malignes, c'est l'IRM. L'IRM, elle permet de voir la lésion, le type de lésion. Elle peut nous orienter sur le type, bien sûr, l'extension et d'avoir un bilan lésionnel complet. La cyanographie, elle est presque abandonnée en dehors des épisodes infectieux, surtout cyaladénose. Elle permet d'avoir une cartographie du conduit du canal de Sténon, par exemple, et de l'arborification de ces canaux au niveau glandulaire. La cyanodoscopie, elle est faite d'abord pour le diagnostic, puis thérapeutique. Elle permet l'exploration du canal à travers son orifice, de voir le contenu, de voir s'il y a une lithiase,
et par rapport à une thérapeutique, soit le détruire par laser ou bien par des toxicides extracorporels. Et enfin, pour rapport à un examen cytohistologique, la cytoponction permet une orientation diagnostique de la tumeur et l'examen histologique par rapport à une confirmation diagnostique après une biopsie. Le diagnostic étiologique, on a deux grands chapitres. Le chapitre pathologie tumorale et le chapitre pathologie non tumorale. Pour la pathologie non tumorale, on a 5 chapitres. Premier, c'est la malformation des glandes salivaires, puis troubles de sécrétion salivaire, les sialoses, sialites et lithiase salivaire ou sialodokite. Les malformations des glandes salivaires, on peut avoir des aplasies ou hypoplasies donnant une hyposécrétion salivaire, une hyposialite sévère avec des complications bucco-dentaires. Des kystes, des fissures et des ectopies peuvent être présents. Ensuite, on a des anomalies fonctionnelles. Ces anomalies fonctionnelles, vous devez retenir les définitions. L'hypersialorrhée ou ptyalisme, c'est une sensation de bouche pleine ou bavage. Chez certains gens qui ont l'hypersécrétion, quand ils parlent, vous allez les voir baver. Vous allez voir la salive qui va s'écouler spontanément. Ça, c'est dû à une hypersécrétion. La xérostomie ou bien l'hyposialie, c'est une sécheresse buccale avec gêne à la mastication et à la déglutition. Vous allez voir ces genres de cas surtout avec les gens qui ont fait une radiothérapie. Une xérostomie se fait presque automatiquement et vous allez voir toujours une sécheresse buccale et une difficulté à la déglutition des animaux. Et troubles de la composition salivaire, des fois, peut-être que vous avez remarqué, quand vous avez une déshydratation, vous allez voir votre salive qui est plus visqueuse. Chez certaines personnes, la viscosité est tellement élevée qu'elle ne permet pas une bonne alimentation, une bonne humidification buccale. Les sialoses. La sialose est une augmentation, comme je vous ai dit tout à l'heure, augmentation volume chronique des tumeurs isolées de plusieurs glandes salivaires. Principale, sans douleur. Je précise bien, sans douleur, ni infection. Il y a juste des signes inflammatoires qui sont toujours présents et qui font la pathologie générale. Il y a une tuméfaction de l'ensemble des glandes salivaires, indolore, de consistance qui sont fermes ou élastiques. Les signes fonctionnels sont inexistants, limités à des sensations de pesanteur parce qu'il y a une augmentation de volume et de tiraillement. L'absence de signes infectieux et de règles. Sauf que, des fois, lorsqu'il y a un stade évolutif qui devient remanié, sclérotique, ça peut donner des surinfections. D'où l'intérêt de ne pas être catégorique, mais en général, la sialose n'a pas de signes infectieux. Les pathologies en cause, c'est surtout maladies de système comme la sarcoïdose, le syndrome sec, la séradénose, la séropositivité VIH, la maladie de Kimura. La maladie de Kimura, c'est une infection rare. Elle touche surtout les Japonais de 20 à 40 ans. Elle se caractérise par des nodules au niveau cutané, surtout prédominants au niveau de la tête et du cou, avec des tuméfactions des glandes salivaires, une augmentation de volume générale des glandes salivaires principales. La biopsie reste le seul moyen de faire le diagnostic. Donc, après, le traitement, c'est un traitement corticoïde. C'est juste la corticoïde. La chirurgie a peu de place, juste pour faire l'exérèse de certaines localisations, mais pas plus. On passe aux sialites. On va avoir plusieurs types de sialites. Sialite virale, sialite bactérienne et les sialites chroniques. Les sialites virales, on parle préférentiellement et particulièrement maintenant de la plus fréquente. C'est la pathologie ourlienne ou bien les oreilles. C'est la plus fréquente des pathologies inflammatoires des glandes salivaires. Elle est due à un virus, le paramyxovirus, c'est un virus aérien avec tropisme glandulaire
Le seul réservoir de ce virus, c'est l'homme. Elle touche surtout l'enfant et le jeune adulte. La fréquence, c'est les deux sexes, d'une manière pareille. L'immunité est solide et durable. La vaccination est obligatoire avec l'aurore actuellement à 11 mois. Comme vous voyez ici, l'aspect du faciès après les oreillons, on aura un faciès de poire. On appelle ça un faciès de poire, avec association d'une inflammation de l'ostium, du canal de Sténon, en regard de la glande qui est inflammée. La clinique. Il faut avoir une notion de comptage. La plupart du temps, il y a une contagion qui est présente. L'incubation dure 21 jours. C'est une tuméfaction de la parotide spontanément douloureuse qui est ferme, élastique. Elle est d'abord unilatérale, puis elle se bilatéralise en 2-3 jours avec un aspect de faciès de poire. Le syndrome infectieux est modéré avec des otalgies. L'otalgie elle est due à la paroi postérieure de la parotide qui est accolée au conduit auditif externe, donc qui donne l'impression d'avoir eu des otalgies. L'ostium de Sténon est tuméfié, inflammé, turgescent, mais il n'a pas d'issue de pus. Elle ne se suppure jamais presque, mais il y a des rares cas où il y a des surinfections. L'évolution, spontanément, la plupart du temps, elle évolue vers des guérisons, mais dans certains cas, surtout chez les garçons, on peut avoir des orchites, des méningites, des surdités, des encéphalites et le pancréatite. Les complications les plus fréquentes, c'est surtout chez le garçon. Le diagnostic, c'est sûrement clinique, mais des fois, on a besoin d'une confirmation par culture du virus sur cellules à travers la salive, à partir de la salive. Et même maintenant, on peut le faire par PCR. Le traitement, c'est surtout symptomatique, l'éviction de l'enfant de l'école et prévention par de la vaccination. Les autres cyalites virales, comme la grippe, l'influenza A, la cytomégalovirus, l'Epstein-Barr, peuvent être responsables d'une parotidite aiguë, le plus souvent de bonne évolution. On passe maintenant aux cyalites bactériennes, unilatérales surtout. Il y a une prédominance unilatérale. Elle touche indifféremment les glandes sous-maxillaires, ou bien sous-mandibulaires, ou bien parotidiennes. À la différence de la pathologie ourlienne, où il y a une prédominance de la pathologie parotidienne. Le terrain, c'est surtout les gens avec une baisse d'immunité, d'état général altéré, déshydratation, c'est chez un sujet âgé qui peut être en post-opératoire. Le germe, c'est des germes pyogènes, surtout au niveau de la flore bactérienne qui peut se développer et qui peut donner ces surinfections. Les facteurs favorisants, les causes locaux, c'est une infection dentaire ou stomatite, ou bien secondaire à une infection de voisinage, par exemple une arthrite temporomandibulaire, une arthrite, une ostite mandibulaire, une cellulite, bien sûr. Le début peut être brutal ou progressif. Les signes fonctionnels peuvent donner une fièvre, une douleur à la mastication, il peut même donner des difficultés à l'ouverture buccale s'il y a une extension postérieure ou bien une extension inflammatoire au niveau des muscles de la mastication. La douleur peut être spontanée à l'angle de la mandibule. Le diagnostic, la plupart du temps, est clinique. L'augmentation du volume unilatérale de la glande atteinte avec une peau en regard inflammatoire, l'écoulement de pus à travers l'orifice du canal, que ce soit de Sténon ou bien de Wharton, et est favorisé par la macération qui est douloureuse et la pression douloureuse de la glande atteinte. Des fois, on a besoin de palper et de macérer la glande et on aura issue de pus à travers l'orifice du canal. Le traitement association de 2 antibiothérapies, macrolide et métronidazole, comme l'aspiramycine et métronidazole, l'association, avec de l'antalgique et la réhydratation en une période de 10 jours. L'évolution, en règle générale, elle est favorable, mais peut néanmoins se compliquer avec une suppuration ou bien passer en chronicité avec une sclérose glandulaire. Une remarque, il faut jamais, dans ce genre de pathologie, donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pourquoi?
Tout simplement parce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens vont euh, enlever la protection inflammatoire que le corps constitue. Quand on a une localisation inflammatoire, infectieuse ou bien une agression, l'inflammation qui va se faire autour va être une protection pour circonscrire la loge inflammatoire ou infectieuse au niveau local. Quand on donne des anti-inflammatoires, on va faire baisser l'inflammation, donc favoriser la diffusion. Et comme au niveau de la tête et du cou, il n'y a pas de loges qui sont bien circonscrites, qui sont bien limitées, ça va être difficile d'empêcher la diffusion. S'il y a des abcès, micro-abcès, de devenir des cellulites, ces cellulites cervicales qui peuvent devenir des médiastinites, et ces médiastinites qui peuvent donner une atteinte vitale aux patients et qui peuvent mourir. Donc, très important, ne jamais donner d'ANS. Le traitement est basé sur antibiotiques, antalgiques et réhydratation. Les cyanites chroniques. Alors, il s'agit principalement de parotidites subaiguës récidivantes, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Principalement la tuberculose. La tuberculose est une infection qui peut se voir à tout âge, qui prédomine au niveau unilatéral, et c'est toujours une manifestation secondaire de la tuberculose, après une tuberculose pulmonaire par exemple. Elle se manifeste sous forme d'un nodule ou bien d'une adénite banale de la région prétragienne. La région prétragienne, c'est la région parotidienne. En absence de traitement, l'évolution se fait vers le ramollissement du nodule et la fistulisation. La radiographie pulmonaire, la numération formule sanguine, l'IDR à la tuberculine positive et la ponction conduisent en général au diagnostic. Le traitement repose à un traitement antituberculeux de 6 à 9 mois et la chirurgie peut compléter le traitement médical. Comment? Par rapport à une chronicité ou bien une, comment dirais-je, on va dire de fibrose, voilà le terme, fibrose de la région, une calcification aussi et une persistance du nodule ou bien de l'adénite qui nécessite une chirurgie pour l'exérèse. On va passer aux lithias salivaires ou cyanodoctites. Ils sont fréquents au niveau de la sous-mandibulaire, vraiment très fréquents. Ils sont peu fréquents au niveau parotidien. La présence de lithiase salivaire est évoquée devant les complications mécaniques et infectieuses qui en découlent. Les accidents mécaniques qu'on peut avoir, soit les hernies salivaires, ou bien des coliques salivaires. Pour les hernies salivaires, c'est une tuméfaction de l'angle sous-mandibulaire qui est fugace lors d'un repas et disparaît à la fin. C'est une augmentation de volume due à une stase, due à un obstacle qui est au niveau, par exemple, du conduit et qui ne permet pas l'évacuation de cette salive. Cette stase va augmenter le volume de la glande qui va donner cette tuméfaction, qui va être associée à une colique salivaire, qui va donner une hernie très douloureuse avec des spasmes du canal. Ce spasme du canal essaye de faire évacuer le calcul et évacuer les sécrétions qu'il a. C'est une douleur intense au niveau du plancher et au niveau de l'oreille. Ces hernies et coliques se reproduisent en absence de traitement ou d'expulsion spontanée du calcul, responsable du survenue d'accidents infectieux. Pourquoi? Parce que tout stase d'un liquide se surinfecte, donc les accidents infectieux. Pour ces accidents infectieux, ils peuvent être inauguraux. On les différencie selon la localisation de la lithiase. On a une wartonite, ça veut dire qu'il y a une inflammation du canal de Wharton, donnant une douleur. La douleur est au niveau du plancher, une dysphagie, surtout une odynophagie avec une difficulté à déglutir, avec une hypersialorée parce qu'on n'arrive pas à déglutir. Voilà, l'examen, c'est un œdème, une inflammation de l'ostium qui est turgescent et laisse soutre du pus. Donc, un traitement médical peut suffire à régler, à refroidir, puis s'il y a un calcul qui persiste et qu'on ne peut pas enlever, soit par un traitement chirurgical local, soit par rapport à une cyanodoscopie. On va voir plus tard. L'abcès du plancher buccal, c'est une douleur avec une dysphagie, une fièvre, une tuméfaction du plancher buccal qui sépare la mandibule d'un sillon. Pour le traitement, antalgique et antispasmodique pour relâcher l'ostium, parce que les contractions du canal
vont encore augmenter la douleur et vont empêcher l'évacuation au niveau du canal. L'antibiotique est nécessaire. Comme pour le précédent, l'antibiotique sera par spiramycine, métronidazole. La chirurgie, des complications type abcès et cellulite, technique endoscopique comme la sialendoscopie, c'est un cathétérisme canalaire par aspiration et usage d'une microsonde à panier est indiqué pour les petits calculs. Ça veut dire qu'on rentre avec l'endoscope et on prend des petites sondes, des micro-paniers et tout pour prendre des petits calculs qui n'ont non enchâssés par la paroi du canal, qu'on va les enlever. Ou bien on va utiliser des faisceaux laser pour fragmenter ces calculs, ou bien, comme pour le rein, on utilise la lithotrexine extracorporelle. Elle va fragmenter le lithiase par des sondes sonores. Et puis après, on va les prendre par aspiration ou bien par la microsonde à panier. On passe maintenant à la pathologie tumorale. La pathologie tumorale des glandes salivaires représente 3% des tumeurs de la tête et du cou. La localisation la plus fréquente sont, par ordre décroissante, la parotide, la sous-mandibulaire et les glandes accessoires. La tumeur bénigne est la tumeur la plus fréquente dans les glandes salivaires. La femme, elle est plus touchée que l'homme. L'âge moyen, c'est 45 ans avec un pic à 50 et à 60 ans. Aucun facteur étiologique en dehors de l'irradiation. L'adénopléomorphe, qui est une tumeur bénigne, épithéliale, est la tumeur la plus fréquente. Ça, c'est à retenir par cœur. Les signes en faveur d'une malignité, les signes en faveur d'une tumeur maligne des glandes salivaires. Une douleur, une augmentation très rapide du volume. En 2-3 mois, l'augmentation est très flagrante et spectaculaire. La fixité de la tumeur par rapport au plan, que ce soit le plan cutané ou bien le plan profond. Il faut voir la peau en regard qui peut être ulcérée ou bien fistulisée. L'apparition d'adénopathie cervicale par des métastases cervicales, l'écoulement sérosanglant à l'orifice du canal de Sténon, ou bien le canal de Wharton, c'est le canal salivaire. L'atteinte des nerfs crâniens par rapport à la parotide, c'est l'atteinte du 7e nerf crânien, comme je vous ai montré au niveau du schéma. Et par rapport à la sous-max, c'est le nerf lingual qui se situe juste au-dessus de la glande sous-mandibulaire, et le nerf numéro 12 qui se situe un peu plus bas de la glande sous-mandibulaire. Donc, très important s'il y a une atteinte nerveuse. Et une métastase. Par rapport aux tumeurs bénignes, on va commencer par l'adénopléomorphe qui représente 50% des tumeurs parotidiennes et 80% des tumeurs épithéliales. Sur le plan histologique, il y a une coexistence entre deux types histologiques. C'est un type histologique épithélial et un type histologique mésenchymateux qui peut se voir à tout âge, mais la fréquence maximale c'est entre 30 et 60 ans avec une prédominance féminine. Au niveau de la clinique, c'est un syndrome tumoral qui évolue progressivement sur plusieurs années, qui est isolé, avec une tuméfaction qui est unilatérale de la loge parotidienne, de consistance variable, qui peut être dure, qui peut être élastique, qui peut être inhomogène, qui peut être aussi bosselée. C'est pas juste une seule formation arrondie, mais plusieurs bosses. Très important, aucun signe fonctionnel, ni adénopathie, ni atteinte neurologique, parce qu'il n'y a pas d'infiltration. Mais avant tout, il faut savoir que si on laisse cette tumeur sur le long terme, par exemple sur 10 ans, sur 15 ans, ça peut se transformer en une tumeur maligne. Il y a un potentiel de transformation, même si elle reste une tumeur bénigne. Le diagnostic se fait par, avant tout, une orientation diagnostique, ici, c'est l'IRM et la cytoponction. Mais le diagnostic réel se fait par examen extemporané anatomopathologique suite à une parotidectomie exploratrice. Qu'est-ce que c'est? On fait l'IRM et la cytoponction pour une orientation diagnostique. L'IRM maintenant est de plus en plus performant pour une bonne orientation diagnostique du type histologique. Et la cytoponction peut nous orienter. Mais l'examen histologique reste le point
par lequel on peut faire le diagnostic exact. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une parotidectomie exploratrice, on enlève la masse, on demande un examen anatomopathologique extemporané, puis qui va être confirmé plus tard par rapport à la nature du tissulaire de la tumeur. Se caractérise par un risque de récidive après la chirurgie et le risque de dégénérescence maligne, comme je vous l'ai cité auparavant. Le traitement est chirurgical, c'est une parotidectomie ou bien une sous-mandibularectomie si c'est une atteinte sous-mandibulaire, même si c'est rare. Une dissection et une conservation du nerf facial. La chirurgie de la parotide, c'est avant tout une chirurgie de dissection du nerf facial. On cherche le nerf facial et on le dissèque. Une surveillance post-opératoire et de règles, et à la recherche d'une récidive et éventuellement d'une transformation maligne. Les autres tumeurs épithéliales, c'est les tumeurs malignes. Elles représentent 8 à 18% des tumeurs des glandes salivaires principales. Le diagnostic du tumeur maligne doit être évoqué devant les critères de malignité précédemment vus. Elle est confirmée par l'étude histologique en extemporanée, puis définitive bien sûr. Et le traitement s'associe à la chirurgie, ça veut dire qu'on fait l'exérèse de la masse avec une exérèse, avec des limites d'exérèse. On peut conserver en fonction du type histologie le nerf facial, mais des fois on n'a pas le choix de conservation. On doit enlever le nerf facial par rapport au type histologique. La radiothérapie et la chimiothérapie peut se faire, tout ça après une réunion de concertation pluridisciplinaire. Les carcinomes mucoépidermoïdes, c'est un des types d'histologiques malins. Il survient le plus souvent entre 40 et 60 ans. Il y a une petite prédominance féminine. Dans les carcinomes mucoépidermoïdes de bas grade, la tumeur peut prendre souvent l'aspect d'un adénopléomorphe. C'est pour ça que c'est très important de faire un examen extemporané pour voir si c'est bien un adénopléomorphe ou bien une formation carcinomateuse. La paralysie faciale périphérique représente 8% des patients. Ces 8%, c'est surtout des patients qui ont une extension qui a beaucoup évolué. Le traitement repose sur la chirurgie. La radiothérapie est indiquée dans les tumeurs de haut grade de malignité parce que ce carcinome se définit par 3 grades en fonction de la classification de l'OMS. Il y a un bas grade, il y a un moyen grade et un haut grade. La radiothérapie est nécessaire dans le haut grade. Pour le carcinome adénoïde kystique, c'est un carcinome qui a un fort tropisme neurologique. Ça veut dire qu'il peut donner rapidement une paralysie faciale périphérique. Associé à cela, il donne des métastases qui sont fréquentes, surtout osseuses et pulmonaires. On peut retrouver une tumeur primitive sans adénopathie avec un aspect en lâcher de ballon au niveau pulmonaire. Très important à savoir. Pour les tumeurs non épithéliales, en règle générale, c'est bénin. Elles sont d'origine nerveuse, soit le nurénome du facial ou bien neurofibrome. Vasculaire, c'est un hémangiome ou lymphangiome kystique de l'enfant, ou bien graisseux, lymphome intraparotidien. L'aspect malin, c'est des lymphomes ou les sarcomes. Au niveau graisseux, c'est pas un lymphome, c'est lipome intraparotidien. Je m'excuse. Pour le malin, c'est un lymphome ou sarcome et les métastases intraparotidiennes qui sont possibles. Comme conclusion, la pathologie des glandes salivaires est très variée et polymorphe. Elle est dominée par les lithiases et les infections. La glande submandibulaire est la plus souvent touchée par les lithiases, alors que les tumeurs prédominent par la pathologie parotidienne. Pour la pathologie parotidienne, c'est les tumeurs. La hantise de la pathologie tumorale est que les cancers qu'on peut retrouver donnent de mauvais pronostics, surtout lors des stades avancés et de haut grade de malignité. Ça récidive souvent et ça donne beaucoup de complications. C'est pour ça que les cancers sont de mauvais pronostics et de pronostics réservés. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'oubliez pas de faire des commentaires et de poser des questions dans les commentaires. Si besoin, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.